Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. École et ruralité, deux très grandes idées qu'on a du mal à imaginer ensemble et pourtant elles fonctionnent à merveille, et notamment avec la Fère dans l'Aisne, avec le cours Clovis. On vous en parle dans quelques instants. Expliquer des concepts philosophiques en rappant, c'est l'idée d'Andro et Félure qui seront avec nous en plateau. On aura même le droit à une petite démo. Et enfin cette semaine, Babette de Rosière est l'invitée de Malika Ménard. Elle, ce sera à découvrir dans Souvenirs d'écolier. Mais tout de suite, on démarre avec l'actu en bref et avec Mickaël Dorian. Mickaël, Nicolas Dupont-Aignan veut en finir avec les élèves perturbateurs. Le candidat de Debout la France à l'élection présidentielle était l'invité de France Info. Ce mercredi, interrogé sur l'école, il s'est exprimé sur une des propositions de son programme, la création d'internats pour les élèves perturbateurs quand les classes sont selon lui pourries par un ou deux élèves. On l'écoute. Un internat, c'est-à-dire une structure éducative adaptée pour les élèves en crise qui perturbent et qui menacent leur... Encadré par qui ? Encadré par des spécialistes. Mais ça existait, Nicolas Sarkozy l'avait fait bien, avait lancé ça. Parce qu'il faut que... Mais vous dites donc la famille pourra s'opposer à cette décision. Écoutez, je ne vais pas mettre en place une dictature. C'est pas l'objet. Ce que je veux, c'est que les enseignants français, qui n'en peuvent plus, puissent faire leur métier dans des conditions de calme. On apprend dans le calme. Et j'en ai assez de l'éducation nationale qui ouvre le parapluie en permanence et qui ne défend jamais ses enseignants. Il manque plus que le fouet en fait. Oui, c'est ça. Élection présidentielle toujours avec Emmanuel Macron qui pour sa campagne investit un lieu plutôt inattendu. Quand le réel flirte avec le virtuel, depuis mardi, le président candidat à sa réélection dispose de son propre univers dans le célèbre jeu en ligne Minecraft. Son équipe de campagne a fabriqué de toutes pièces un univers parallèle, une façon de séduire une nouvelle cible. Les 15-25 ans, il serait près de 10 millions en France à se connecter régulièrement sur Minecraft. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. Et dans les écoles, la solidarité continue puisque l'accueil d'élèves réfugiés ukrainiens se poursuit. En 15 jours, le nombre d'enfants ukrainiens scolarisés dans les écoles, collèges et lycées français a été multiplié par 7. Ils sont actuellement plus de 5000 répartis sur tout le territoire. Au ministère de l'Éducation nationale, une cellule a même été créée depuis le 3 mars pour gérer cette situation d'urgence. Marion Mallet-Petiot travaille au sein de cette cellule. Elle a expliqué à nos confrères de France Info que le nombre d'enfants accueillis dans un temps très court rend cette situation inédite. Autre particularité, le fait que ces enfants continuent de suivre des cours en ukrainien via Internet. Dans le reste de l'actualité, alors qu'en Afghanistan, les écoles pour filles sont toujours fermées, la communauté internationale fait pression auprès des talibans. Anéanties, traumatisées, ce sont les mots d'adolescentes afghanes qui se sont confiées à Amnesty International. Certaines d'entre elles ont même manifesté le week-end dernier pour demander la réouverture de leurs écoles. Une demande soutenue par la communauté internationale. Retour sur cette situation surréaliste avec Solène Chalvon-Fioriti. Elle est grand reporter et était interrogée sur France Inter. C'est un scénario un peu fou, puisque je rappelle que les facs ont réouvert en Afghanistan, et notamment les facs pour filles. Donc elles se comptent sur les doigts d'une main, ce qui n'est pas le cas des écoles, qui existent par centaines de milliers. Mais enfin, les étudiantes qui sont d'ailleurs moins couvertes que les écolières, alors que les talibans ont avancé que le problème, c'était un problème d'uniforme. Les étudiantes, en réalité, elles ont juste rajouté un masque sur le visage, que d'ailleurs elles enlèvent une fois qu'elles sont à l'intérieur de la fac, et il n'y a pas eu de problème. Donc je pense que ce qui s'est passé, pour avoir un peu discuté avec des gens sur place, c'est de façon tout à fait dérisoire. Les talibans, notamment des combattants du sud du pays, à Kandahar, qui ont quand même des chefs religieux qui sont assez indépendants, les talibans ont vu des jeunes filles, des petites filles, aller à l'école sous leur nez, dans leur village, et ils ont trouvé que c'était inacceptable. Solène Chalvon-Fioriti qui a également expliqué qu'il y avait une ligne progressiste qui milite en faveur de l'éducation des filles, même à l'intérieur du mouvement taliban, ce qui laisse entrevoir une lueur d'espoir. Tout autre sujet maintenant, bien plus léger. Le journal de Mickey vient de publier son classement des personnalités préférées des enfants.
Un classement qui existe depuis 19 ans. Lorsque le printemps arrive, le journal de Mickey révèle les noms des 50 personnalités préférées des 7-14 ans. Et pour la 3e année consécutive, c'est Soprano qui arrive en tête, suivi et pour la première fois dans ce classement du youtubeur Michou. Et en 3e position, on retrouve cette année Kylian Mbappé. Merci Mickaël. Vous pensiez que ruralité et école n'allaient pas ensemble. Et bien pourtant, au cours Clovis, on a réussi aussi à intégrer l'excellence dans les milieux ruraux. Évidemment que c'est possible, on en parle tout de suite. Je suis ravie d'accueillir Pierre-François Chanu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Grand JT d'éducation. Vous êtes le directeur du cours Clovis. Il s'agit d'un collège situé à La Fère, dans l'Aisne. Un collège qui a été créé en septembre 2017 pour développer une pédagogie adaptée aux défis éducatifs des milieux ruraux. Déjà, rien que de dire cela, ça implique qu'il y a un fameux défi. C'est quand même dingue d'en arriver là. Pourquoi il y a ce défi dans la ruralité ? Alors, le cours Clovis s'est installé donc dans ce territoire parce qu'il était justement symptomatique, en gros, il concentrait en gros les problèmes de la ruralité qui étaient en tout cas à l'affaire de 50% de chômage des jeunes, un décrochage scolaire énorme à 40% à peu près. Donc voilà, c'est déjà ces défis-là. Oui, j'imagine, ils sont nombreux. Quels sont les professeurs qui ont accepté de vous rejoindre justement ? Alors, nous sommes une équipe de 4 enseignants de collège plus moi et 2 institutrices. D'accord. Et vous avez choisi... Alors, ils viennent d'un peu... il y a des professeurs qui ont une expérience dans l'éducation nationale, d'autres qui ont une expérience dans des écoles hors contrat, d'autres qui sont qui ont complètement changé d'orientation. Il y a notre professeur de maths qui était un ingénieur avant. Voilà. Plusieurs profils différents. Ce sont des profils, des professeurs qui sont touchés par cette thématique de la ruralité ou pas forcément, ou qui juste ont été touchés par votre projet en lui-même ? Les deux, en fait, l'un fait partie de l'autre. Oui, les professeurs sont touchés par ces défis qui concernent la France rurale. Et puis, sont tombés amoureux du projet pédagogique que l'on propose, notamment de cette double casquette qu'ils ont, enseignants et éducateurs. Voilà, ils sont enseignants, ils transmettent un savoir, mais ils sont aussi éducateurs. Voilà, ça c'est très important pour eux. Vous avez choisi La Fère, c'est une ville qui comptait à l'époque 47% de chômage des jeunes et 37% de décrochage scolaire, ce qui est énorme. Est-ce que déjà en 5 ans, puisque c'est né en 2017, ce joli projet des cours Clovis, est-ce qu'on peut voir les effets qu'a votre établissement sur le décrochage scolaire dont vous parlez ? Alors, on peut voir les effets que notre école a sur les élèves qui nous sont confiés, ça c'est certain. Nous proposons un suivi très personnalisé. Nous travaillons avec les familles beaucoup. C'est primordial dans notre pédagogie. Et donc, nous accompagnons les élèves de leur inscription jusqu'à la fin de la 3e. En luttant du coup contre ce décrochage-là. Vous dites avec les familles parce que souvent vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de suivi à la maison. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas initialement de suivi réel sur les études. Alors, pas tout le temps, mais la plupart des parents qui veulent inscrire leur enfant chez nous sont des parents qui ont une inquiétude pédagogique, éducative pour leur enfant. Donc ce ne sont pas des parents qui sont démissionnaires, ce sont parfois des parents en tout cas qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'outils et surtout qui ont besoin d'écoute. Nous, on travaille beaucoup dans la confiance et notre plus-value dans cette relation, c'est vraiment la confiance, le fait de travailler en équipe avec les familles. Ça, c'est vraiment important. Quel regard porte l'éducation nationale sur votre projet ? Alors l'éducation nationale c'est très vaste. En tout cas localement on est plutôt bien perçu. En tout cas nous on le souhaite et on souhaite surtout nous intégrer dans le paysage éducatif local. Et travailler avec les établissements du coin, de La Fère et puis des quelques villages aussi d'où viennent nos élèves. Alors justement, on va détailler quand même ce projet et après on partira un peu plus loin sur effectivement l'école et la ruralité de manière générale. Mais j'aimerais juste comprendre 2-3 petites choses de mécanisme d'une journée type. Déjà, le matin, les élèves arrivent tous avec le même uniforme. Pourquoi ? Enfin, avec un uniforme. Oui, avec l'uniforme, tout à fait. Donc c'est un polo blanc, un sweat bleu et un pantalon gris. Alors c'est très important pour nous parce que nous proposons un cadre apaisé.
Ça, c'est vraiment primordial. Beaucoup d'élèves sont arrivés chez nous des suites de harcèlement scolaire. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment une proportion assez élevée. Et donc, l'uniforme est un outil pédagogique qui permet aussi de développer un esprit commun, un esprit de groupe, et qui permet aussi de limiter tout ce qui est rivalité des marques d'habits différemment, de la mode, etc. Donc voilà, c'est vraiment un outil apaisant. Et puis ça permet aussi aux élèves de montrer ce qu'ils sont, la différence qu'ils ont dans ce qu'ils sont et pas dans ce qu'ils portent. Voilà, ça c'est très important. Vous dites que des enfants sont arrivés, beaucoup étaient en état de harcèlement avant. Pourquoi avoir choisi les cours Clovis? Parce que vous mettez un point d'orgue justement sur ce sujet, à pouvoir être attentif à cela? Oui, tout à fait. Vraiment, le cadre apaisé fait partie de notre socle. Quand il y a conflit entre élèves, quand il y a dispute, nous réglons toujours avec les parents, avec les deux familles, et jamais en accusant les parents, jamais en convoquant les parents. On convoque l'élève avec les parents. Ça, c'est très important. Mais voilà, la violence à l'école est évidemment proscrite. Et le cadre apaisé est la base sans laquelle notre pédagogie ne peut pas s'appliquer. En fait, vous faites un boulot bien plus loin que le boulot des études classiques, puisque vous allez aussi éduquer les parents en leur permettant d'apprendre à parler avec les enfants. C'est formidable, ça, pour la France entière. Donc, je reviens sur la journée type. Chaque journée se déroule de la même manière. Le matin, à 8h45, eh bien, les élèves écoutent le mot du directeur. Et vous êtes le directeur. Vous leur dites quoi tous les matins ? Alors, on a un thème, chaque semaine, il y a un thème. En fait, il y a une règle du cours Clovis qui possède 10 articles. Et chaque semaine, un article est mis à l'honneur, un article particulier. Et donc, moi, le lundi, j'annonce l'article de la semaine. Comme quoi, par exemple ? Une équipe d'élèves est chargée de préparer des efforts pour chaque jour de la semaine en rapport avec cet article. Alors, comme quoi, par exemple ouais. Cette semaine, typiquement, l'article, c'était « L'élève du cours Clovis est curieux, il s'intéresse aux autres et à tout ce qui l'entoure ». Et donc, l'équipe, c'était l'équipe Marie Curie, bref, c'est un détail, mais une équipe d'élèves s'est chargée de trouver tous les jours un effort. Donc, il y avait, par exemple, essayer de faire l'effort de s'intéresser dans les cours qui nous posent plus de difficultés, essayer de s'intéresser aux élèves qui, peut-être, sont un peu plus seuls que les autres en récréation, des choses comme ça. Ça marche aussi pour les professeurs ? Pardon ? Ça marche aussi pour les professeurs, cet article, non ? Parce que essayer de s'intéresser à l'autre... Ah oui, tout à fait. Mais heureusement pour nous, ils n'ont pas besoin d'efforts du jour pour s'y atteler tous les jours. Alors, le matin, il y a français et maths. L'après-midi, histoire, sciences et ateliers avec la méthode Montessori, c'est ça ? Alors ça, c'est pour le primaire, oui, tout à fait. D'accord. Et le tout en petit effectif, combien d'élèves par classe en primaire ? Alors, en primaire et en collège, c'est 15 élèves par classe maximum. D'accord. Sur le papier, effectivement, ça fait rêver. Franchement, même moi, j'ai envie de recommencer mes études quand vous discutez. En plus, vous avez l'air extrêmement sympathique. Franchement, avec votre équipe de rêve. Mais il faut pouvoir avoir le budget pour cela. Comment vous faites pour les petites écoles? Et en ruralité, on sait combien c'est difficile. Oui, tout à fait. Alors... les parents payent une partie de la scolarisation, une partie assez faible de la scolarisation, et nous faisons en sorte que le coût des familles ne soit jamais un frein. Ça veut dire qu'on peut tout à fait adapter le prix aux familles. Et le reste de la scolarité est payé par des dons qui sont faits à l'association de gestion de l'école ou à la Fondation Excellence Ruralité, qui sont faits par des entreprises, par des fondations, par des privés, etc., qui s'intéressent au projet et qui trouvent le projet intéressant. Mais comment vous jaugez les prix par famille? C'est-à-dire que chaque famille vient avec ses possibilités et en fait, vous discutez avec eux de ce qu'ils peuvent financer? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on avait un tarif fixe pour tout le monde, avec négociation possible avec les familles quand les familles nous rapportaient un problème financier particulier. Nous sommes en train de réfléchir à un nouveau système pour l'année prochaine. Enfin, je dis nous, moi je suis le directeur pédagogique, donc c'est plutôt l'association qui réfléchit à faire un tarif sur quotient familial, voilà, pour que les familles qui ont vraiment besoin de tarifs plus légers puissent en bénéficier.
Vous proposez un primaire, je cite, exigeant et personnalisé et un collège apaisé, vous l'avez dit plusieurs fois et je l'ai entendu, on arrive à la fin de cette campagne présidentielle, enfin à la fin, on n'est pas encore à la fin, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, mais beaucoup de candidats, on parle d'éducation, c'est devenu le sujet phare, l'éducation, on est bien heureux ici à School TV qu'on prenne, non pas enfin, parce qu'on a toujours pris ce sujet au sérieux, mais enfin quand même, il revient très très souvent dans le débat, certains disent qu'il faut favoriser justement ces savoirs fondamentaux, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Alors, les savoirs fondamentaux, oui, sont primordiales. Les compétences en mathématiques, en français, en fait, ce sont tous les outils qui vont permettre à nos élèves de vivre en adultes libres. C'est le plus important dans ce que nous avons à transmettre, avec en plus, évidemment, tout ce qui est savoir-être qu'on transmet par tous ces moments éducatifs que nous privilégions nous à l'école, qui sont les temps de déjeuner avec les professeurs, les temps de jeux de récréation avec les professeurs, etc. Mais le savoir, les matières fondamentales sont le socle sur lequel va se construire cette vie d'adulte et cette liberté de cette vie d'adulte que vont construire nos élèves. Alors pour élargir le sujet, puisque c'est notre question du jour, évidemment on est très heureux de mettre à l'honneur le cours Clovis, mais c'est aussi une façon de parler de ce rapport à l'école et à la ruralité, aux zones un peu plus retirées. En janvier 2022, le fondateur du cours Clovis, Jean-Baptiste Noëllac, a publié un livre qui s'appelle « Excellence Ruralité », qui a tiré des conclusions justement de cet établissement pilote. Quelles sont-elles ces conclusions ? Pardon, les conclusions du livre de M. Noëllac ? Oui, du rapport en fait, exactement. Alors là, comme ça, je ne parlerai pas à sa place. J'avoue que je ne saurais pas trop vous répondre à l'échelle nationale. En tout cas, moi, à l'échelle de notre école, nous avons ressenti le besoin dans l'école de cette relation famille dont je vous parlais, de ce côté éducatif des enseignants et de tous ces moments de valorisation hors classe dont les enfants ont besoin, parce que les savoirs fondamentaux sont primordiaux évidemment, mais les intelligences sont multiples et il y a beaucoup d'enfants qu'on a reçus aussi qui avaient développé certaines phobies scolaires parce qu'en fait, n'entrant pas dans les cases, s'étaient convaincus eux-mêmes qu'ils n'étaient pas intelligents alors que leur intelligence était juste différente ou sur d'autres sujets. Mais est-ce que selon vous, c'est lié à l'image que l'enseignement, la scolarité finalement, donne à la ruralité ? Est-ce qu'il y a un lien avec ça ? Excusez-moi, ça a coupé un peu au début. Est-ce que selon vous, en fait, vous parliez de ces enfants qui étaient en décrochage, qui étaient angoissés, qui présentaient des phobies, est-ce que c'est lié finalement à cette image qu'on pourrait avoir, qui bien évidemment est fausse, mais qu'on pourrait avoir de l'école avec la ruralité, des laissés pour compte en fait ? Je ne sais pas. Moi, je vous parle de ce que j'ai vu, en tout cas à l'affaire. Il est sûr que les enfants de nos territoires manquent de valorisation culturelle, par exemple. Manque de valorisation en général, mais notamment culturelle. Les enfants issus de nos territoires et de l'affaire, moi je parle de l'affaire en particulier, ne se reconnaissent jamais dans ce qu'ils peuvent voir à la télé, dans ce qu'ils peuvent voir sur Internet. Donc ça c'est sûr que ça leur donne une image, une mauvaise image d'eux-mêmes, ça c'est sûr. Vous nous parliez tout à l'heure du nombre d'élèves par classe qui est forcément faible et qui permet de proposer l'enseignement que vous proposez. Ça veut dire que pour avoir une école comme la vôtre, on est obligé de limiter, de refuser des élèves ? Alors, pour notre pédagogie, oui, la limite de 15 élèves est vraiment... alors, je dis 15, entre 15 et 18, hein, mais au-dessus, notre pédagogie ne peut plus s'appliquer parce que justement, on applique un suivi très personnalisé avec les élèves comme avec les familles et ça demande un temps certain à nos enseignants et à moi-même et puis une disponibilité, une grande disponibilité. Et donc, avec plus d'élèves, ce n'est pas possible. Et comment est-ce que vous choisissez justement si vous avez dû être amené à refuser des élèves ? Alors, pour l'instant, non, mais ça se profile pour l'année prochaine, j'allais dire malheureusement, même si ça montre que nous sommes très demandés. Alors, la sélection, elle est compliquée, ça c'est certain. Elle se fait, premièrement, sur la volonté des familles et le projet qu'ils ont pour leur enfant. Elle ne se fait ni sur le niveau, ni sur les finances, bien évidemment, mais c'est vraiment sur le projet des parents qu'ils ont pour leurs enfants.
Vous parliez tout à l'heure effectivement de l'image, que la non-représentation finalement de la ruralité à la télévision ou ailleurs, et je le regrette comme vous. L'institution scolaire a une vision très construite de la ruralité, avec l'idée justement qu'il y a un manque cruel d'activités périscolaires, culturelles, sportives. Or, on se rend compte finalement dans toutes les différents rapports que c'est le contraire qui s'organise, mais c'est le contraire souvent non pas par l'institution, non pas par le ministère ou le gouvernement, mais par en fait les différents acteurs locaux qui sont très présents sur le terrain. Oui. Est-ce une réalité que vous voyez toujours au quotidien? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup d'acteurs locaux qui font un travail formidable, avec quand même, je constate moi que à l'échelle de l'affaire, beaucoup d'enfants malheureusement sont un peu désœuvrés. Il n'y a pas grand-chose en termes d'infrastructure. Et donc les enfants, il y a un des passe-temps primordiaux, malheureusement, c'est d'être assis à l'arrêt de bus avec un téléphone ou des cigarettes et puis passer l'après-midi là, quoi. Donc ça, c'est vrai que vous leur proposez autre chose aussi? Il y a des activités périscolaires autour à l'affaire? Oui, tout à fait. Alors, on fait certains professeurs organisent des soirées. Donc, on fait des soirées pizza-film, on fait des soirées. Alors, tout ça, c'est vraiment extrascolaire, mais on a un professeur, le professeur de mathématiques, avec son épouse qui emmène les élèves écouter le brame du cerf en automne. On a une sortie aussi d'une semaine en fin d'année en Normandie avec les élèves de 3e. Voilà, on essaye de mettre en place plusieurs choses comme ça. Et beaucoup de sujets, évidemment, qui sont très présents au sein de l'enseignement de manière générale, que ce soit enseignement général ou en filière technique ou technologique, peu importe, mais c'est l'idée aussi de pouvoir être dans l'actualité, plonger dans le quotidien. Vous prenez, j'imagine aussi, cette ruralité que vous voulez forte, que vous voulez intelligente et efficace pour vos élèves. Est-ce que vous avez aussi tous ces cours d'enseignement que vous dispensez en parallèle pour les cultiver, les éduquer aussi à décrypter l'information, par exemple? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on essaye une fois par période, dans le cadre du cours de MC, mais on essaye de transmettre cette connaissance du monde numérique, de l'information, pour permettre justement aux élèves d'être vraiment libres et de ne pas, dans ce monde où l'information est omniprésente, de ne pas gober tout ce qui passe et d'apprendre surtout à avoir le sens critique sur ces informations et à faire son opinion, à vérifier les sources, etc. Parce que les adolescents d'aujourd'hui, mais là je pense que ce n'est pas propre à la ruralité, sont très sensibles aux fake news et à tout ce qui peut traîner sur Internet et autres. Justement, alors il y a eu un plan ENR, l'école numérique rurale, qui a été mise en place. Certains disent que ce fameux plan a entraîné une double fracture numérique, notamment pour les écoles justement qui étaient dotées d'appareils numériques et pour celles qui ne l'étaient pas. Vous le voyez aujourd'hui aussi avec vos familles, pour certains effectivement qui ont accès à ces écrans, à ces téléphones, à Internet et d'autres beaucoup moins. Alors nous, on essaye vraiment d'offrir une pédagogie et surtout un enseignement qui est équitable pour tous et donc qui permet aussi aux familles qui n'ont pas accès au numérique ou qui ont moins accès de pouvoir avancer comme les autres. Donc on travaille beaucoup à l'écrit, on recherche beaucoup dans les livres, dans les dictionnaires, on fait moins appel au numérique dans le travail personnel à la maison. Là où ça s'est vraiment senti en revanche, c'est dans le confinement, où là, on avait besoin de l'outil numérique pour transmettre du travail, etc. Et on a eu des familles où c'était beaucoup plus difficile, où il fallait du coup que les profs se déplacent, donnent le travail dans les boîtes aux lettres, ou que les parents viennent chercher dans les boîtes aux lettres, etc. Parce qu'il manquait d'outils numériques. Ça, au confinement, ça a vraiment posé problème. Mais vous avez vu une solidarité énorme, j'imagine, au sein des familles et des villages? Oui, on essaye en tout cas de développer ça parce que c'est aussi très important, cette idée de communauté scolaire. Donc on a des temps aussi dans l'année où on regroupe les familles, soit pour des temps festifs comme le barbecue de rentrée, où là tous les nouveaux parents et les anciens parents et le corps professoral se regroupent pour passer la première journée d'école à un moment festif. Évidemment la kermesse avec le barbecue de fin d'année, mais on a aussi tous les moments de formation en commun. On propose régulièrement, alors avec une petite parenthèse Covid récemment, mais on remet ça en route maintenant, ce qu'on appelle des cafés des parents et des soirées d'éducation. Donc on fait venir des intervenants à l'école sur des sujets précis, comme justement les dangers des écrans pour les plus jeunes ou l'utilisation des écrans pour les plus grands, sur
la discipline positive, comment régler des conflits en famille, etc., etc. Et le corps professoral et les parents sont formés lors de ces conférences ensemble sur ces sujets-là. Et ça, c'est très important pour nous parce que nous formons une communauté éducative, quoi. Et justement, cette communauté, est-ce qu'elle va s'étendre? Il y aura d'autres projets de cours Clovis ailleurs, en France? Alors oui, la Fondation Excellence Ruralité a plusieurs projets. Moi, étant le directeur pédagogique du cours Clovis en lui-même, je ne saurais pas vous dire précisément. Ouais. Mais oui, il y a d'autres projets, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous, Pierre-François Chanu. C'était très intéressant. Moi, j'aimerais bien participer au barbecue de rentrée. J'adore, je trouve ça extrêmement sympathique. Avec joie. Merci mille fois. Je rappelle que vous êtes le directeur du cours Clovis, situé à la Fère dans l'Aisne. Bon vent au cours Clovis. Restez avec nous car dans un instant, on verra comment on peut combiner philosophie et rap grâce à Andro et Félure. À tout de suite. Ravi de vous retrouver sur le Grand JT d'éducation. Nous sommes avec Andro et Félure. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes rappeur, philosophe et beatmaker. Déjà, est-ce que je ne me trompe pas? Dans les 3-4, c'est bon? Ouais, mais philosophe, professeur de philo. Professeur de philo. Ouais. Et ça marche pas, philosophe, en tant que professeur de philo? C'est différent? C'est difficile de se positionner en tant que philosophe. Ouais. C'est difficile de vous se positionner. enseignez la manière de philosopher et de la réflexion. Voilà, ça. Ouais, c'est ça. La réflexion amène la réflexion. C'est ça, exactement. J'enseigne la manière de réfléchir, les outils, la technique, la méthodologie. Est-ce que je suis sage? C'est un autre débat. Je ne vous souhaite pas. Honnêtement, je ne vous le souhaite pas. Vous vous faites connaître sur les réseaux sociaux tous les deux pendant le confinement avec une série de vidéos qui s'appelle 10 Félure, c'est quoi le cours? Alors, je ne sais pas si je le dis bien, j'aurais pu rajouter un yo, parce qu'on m'a dit quand même, il faut rajouter yo, on fait du rap et tout, mais ouais. On l'emploie pas tant, nous. Hein. On l'emploie pas tant. J'espère bien, parce que c'est extrêmement désuet, mais c'était juste pour la vanne. Des vidéos dans lesquelles vous expliquez des concepts donc philosophiques en rappant. Voici un extrait, regardez. Dis-leur c'est quoi le cours? Aujourd'hui, Heidegger et Damso, souviens-toi d'un tueur, il a dit la mort est ma raison de vivre. Classique, ça veut dire la mort donne sens à la vie, que sans ça c'est l'ennui. Oh bah ouais. Soyons un peu plus précis, en regardant ce qu'Heidegger a écrit. Damso nous parle de l'être vers la mort. C'est quoi grossièrement une manière de vivre en étant conscient et en acceptant le sort? Vivre en pensant à la fin c'est trop triste. Pourtant c'est l'évidence même de la vie. La refuser c'est comme si tu te mens. Pour l'auteur allemand le sage a appris à vivre vers la mort dans une vie authentique. Franchement, je disais yo et tout, c'est un cliché. Excuse-moi, la capuche. Parce que des fois, la coiffure, on a un peu la flemme. Ah, c'est ça. Capuche, moi aussi, moi, j'ai pas été bonne. J'aurais dû mettre une capuche aujourd'hui. Quand on tourne plusieurs épisodes de suite, il faut faire comme si on changeait. Du coup, on met une capuche. Ça change tout. Bien sûr, c'est bien connu. On gagne du temps. On parlait justement de vos cours de philo et c'est assez passionnant parce que moi, j'adore l'idée que vous avez démarrée récemment. Effectivement, 10 Félure, c'est quoi le cours? Je vous conseille de regarder parce que c'est franchement génial. Donc, on disait, Félure, vous êtes prof de philo de 13 classes, c'est ça? Ouais, cette année, j'en ai un petit peu moins. Mais l'année dernière, j'avais 13 classes. Ouais. Réparties où? Dans Paris? Dans Paris, dans le centre de Paris. Ouais. D'accord. Et comment vous vous connaissez tous les deux? On s'est rencontrés sur un tremplin il y a 4 ans? Ouais, 5 ans. Quelque chose comme ça. Félure était venu pour rapper, présenter un son de son projet. Et moi, j'étais venu pour faire du beatbox. Et à la fin, je crois, en fait, on voulait tous les deux se parler pour se dire j'ai bien aimé ce que t'as fait, et vice-versa. Et puis... Tu peux me faire une petite démo de beatbox juste 2 secondes? Avec plaisir. Oh ouais, j'adore ça. Ah, j'adore. Je suis fan. Bon, et alors donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette série, justement, tous les deux? Parce que, ok, vous réunir l'un et l'autre, ça j'ai compris, le thème, mais tout d'un coup, de proposer, c'est quoi le cours? Tout d'un coup, de vulgariser, si je puis dire, la philosophie, mais en y apportant une touche de rap. Moi, c'était une des thématiques qui était très présente dans mes recherches, de rendre la philosophie accessible. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un gros problème avec cette discipline qui nous parle à la fois tous. C'est-à-dire qu'on a tous des raisonnements philosophiques, on a tous des moments où on se pose des questions philosophiques. Et pourtant, pour la plupart des élèves, c'est un moment qui est difficile en cours. Parce que c'est une matière qui est très exigeante et où beaucoup d'élèves sortent à l'échec. Et donc, ça fait longtemps qu'en fait... Enfin, déjà, moi, dans mes recherches à l'université, dans mes mémoires, ma question, c'était de comment rendre la philosophie concrète, comment la rendre accessible. Et donc là, c'était une manière un peu idéale de vulgariser les concepts philosophiques en les reliant avec des éléments de
pop culture, où ils sont de toute façon, où ces réflexions philosophiques sont de toute façon déjà présentes. C'est la forme qui d'un coup qui est plus plaisante, qui peut plus plaire finalement aux jeunes et qui amène justement au concept philosophique. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que ça déconstruit le vocabulaire très pointu, très technique, et ça rend les questions beaucoup plus accessibles en donnant des exemples très concrets. Mais pourquoi vous pensez que la philo, justement, pardon, mais on va 2 secondes sur le côté éducation et scolarité, mais pourquoi vous pensez que la philo n'est pas accessible? C'est parce qu'elle est enseignée trop tard, justement? C'est enseigné beaucoup trop tard. C'est enseigné. En fait, il y a un décalage entre le moment où l'enseignement commence et les exigences qu'on a auprès des élèves. C'est-à-dire que les exercices qu'on leur demande de faire sont extrêmement durs. Donc, comme quoi, par exemple? L'explication de texte et la dissertation, c'est 2 exercices qui sont très durs. Arriver à bien expliquer un texte, comprendre sa signification, comprendre ce à quoi il répond, comprendre les subtilités de l'utilisation des concepts, c'est un travail qui est extrêmement dur et sur lequel des gens s'échinent toute leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des commentateurs qui travaillent toute leur vie sur un auteur pour être sûr de bien saisir ce qu'ils disent. Ils vont demander à des élèves qui découvrent la matière de réaliser en 4 heures une explication de texte. Je veux dire, l'exercice est extrêmement intéressant, c'est un très bon exercice, mais dans le contexte dans lequel c'est fait, on ne leur donne pas les armes nécessaires à le réaliser. Donc, il devrait y avoir des initiations, mais alors, je ne crois pas être le seul à le dire. Je crois que c'est un Et avec propos Parcoursup, c'est encore pire, parce qu'effectivement, il y a peu d'élèves qui choisissent la spécialité philo, et donc on voit effectivement une diminution du nombre d'élèves qui va... Ce qui m'attriste énormément. Mais ça va changer, je vous rassure, tous les 5 ans, il y a des réformes, donc ça risque de changer bientôt. Mais pour le coup, moi, à la base, justement, j'avais eu cette expérience un peu négative avec la philo à l'école. Et en fait, en rencontrant Fellure, le fait de parler de philo au travers de notre musique, de nos projets musicaux et de ces vidéos Instagram et Reel, en fait, ça m'a donné envie justement de m'intéresser à la philo et d'acheter des bouquins de philo, chose que j'aurais jamais faite avec justement la façon dont on me l'avait amené a priori la première fois. Mais c'est qu'une question de forme selon vous, ou c'est parce que il y a d'autres choses? Oui, c'est ça. C'est lui qui pourra répondre. Parce que la manière dont on enseigne est très importante pour n'importe quelle matière que ce soit. Mais c'est vrai que la philo en particulier, et pourtant, elle devrait concerner tout le monde très vite, puisque ce sont les grandes valeurs de la vie, ce sont les grandes thématiques. Bien sûr. Il me semble que le contenu, il est parfaitement accessible. Il me semble qu'en fait, le contenu est accessible, donc le fond, il est accessible à tous. Mais c'est... En fait, si on arrive et qu'on nous pose le débat en nous présentant des pensées, surtout que dans la philosophie, ce qui est valorisé, c'est les pensées systémiques. Donc, c'est des choses qui sont très difficiles. C'est quoi une pensée systémique pour ceux qui nous regardent? On va dire, c'est une pensée qui cherche à développer un système et qui donc cherche à développer une pensée qui va englober tous les champs de la philosophie. Donc, si on prend la pensée de Kant, si on prend la pensée de Hegel, la réflexion est à la fois portée sur la politique, sur l'art, sur la raison, sur l'âme, sur la conscience. Donc, tous les thèmes sont reliés entre eux. Et donc, pour comprendre ça, c'est un travail qui est dantesque, parce qu'il faut se pencher sur chacune des parties de la philosophie. Et les auteurs se répondent entre eux. Donc, Schopenhauer va dire, vous ne pouvez pas lire mes textes si vous ne connaissez pas Kant. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on explique Kant dans la perspective de comprendre Schopenhauer, en comprenant qu'il est... Donc, en fait, si on leur présente ça comme ça, évidemment que c'est décourageant. Tandis que si on commence par exemple par la philosophie morale et qu'on dit, on a 2 situations, il y a un dilemme, quel est le plus moral, qu'est-ce qui est le plus acceptable, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui le justifie. Là, on est directement en prise avec des questions qui sont hautement philosophiques, c'est-à-dire la philosophie morale, et pourtant c'est accessible de l'enfant de 4 ans qui commence à parler jusqu'à n'importe quelle personne sans aucune... Est-ce que c'est l'éducation morale et civique, le MC, qui est enseigné aujourd'hui au collège et au lycée, qui prend un peu la place finalement C'est une bonne question. Je m'étais justement, en fait, je me dis que c'est censé prendre la place de la philosophie, mais ça ne fait pas du tout son travail, ça ne remplit pas du tout sa fonction. Ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'en fait, ce sont 2 choses complètement différentes. Oui, c'est censé nous éclairer, nous introduire à ces questions-là, mais ça ne le fait pas du tout. Mais en revanche, ça vous explique effectivement ce qu'est le Sénat, l'Assemblée nationale, etc. Exactement, et pourquoi ça existe et pourquoi on vote. Et c'est aussi très important. Bien sûr, ça n'empêche pas que... Mais il manque une initiation, une préparation à cette... Moi, j'ai la chance d'être dans un établissement où il y avait justement une initiation à la philosophie en seconde. Et c'est vrai qu'en fait, ça facilite beaucoup le travail. C'est-à-dire que les élèves qui ont une initiation, où on a juste pu aborder les débats, on a pu les familiariser avec un vocabulaire, tout simplement. C'est-à-dire des notions auxquelles on a donné des définitions. Et bien, tout de suite, quand ils arrivent en terminale et qu'on leur donne des textes, il y a beaucoup plus de facilité à rentrer dedans. Comment s'appelle l'établissement en question? Parce que c'est quand même sympa de le savoir pour les parents qui nous regardent. C'est l'école Diagonale. Ah, c'est Diagonale? Diagonale, vous connaissez Diagonale? Oui, très bien. Enfin, j'y étais pas, mais je connais. Moi, j'ai étudié la philosophie en terminale. J'ai eu une très bonne note au bac, je suis hyper fière.
Donc, je suis extrêmement fière. C'est la seule bonne note que j'ai eue d'ailleurs. Vous avez combien? J'ai eu 18. Oh waouh. Mais j'ai eu de très très mauvaises notes par ailleurs. Et étrangement. Mais je trouvais que c'était très proche des maths. Alors j'étais à peu près la seule à penser ça. Non, et pourtant je suis nulle en maths. Donc je ne sais pas. Non, vous avez tout à fait Il y a raison, très étroit, je crois. très très proche des mathématiques. Et on oublie souvent de présenter. Enfin, on nous présente Pythagore à l'école, on oublie de dire que ce sont des philosophes. C'est un les gars. philosophe, ouais. On oublie de dire que en fait, ce sont les présocratiques. Thalès, Pythagore, ce sont des philosophes. Et on nous les présente comme des mathématiciens. Les mathématiques sont une partie de leur pratique qui est inclus à l'intérieur de la philosophie. Donc ouais, c'est inextricablement lié. Alors, on espère d'avoir des profs un peu comme vous au collège et au lycée, enfin au lycée, parce que le collège n'existe pas, mais au lycée, pour pouvoir enseigner la philo, parce que c'est quand même le rêve. Et là, vous l'enseignez, donc, enfin, vous en parlez, du coup, avec des punchlines de rap. Vous acceptez les punchlines de rap aussi dans les copies de philo, vous corrigez ou pas? J'accepte selon j'en accepte une par copie selon la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que l'erreur des élèves, c'est de croire que, parce qu'ils savent que je fais du rap, donc de me mettre des références rap à tout va, ce que je condamne fermement. Et ce que je leur dis souvent, c'est de dire, tout dépend, c'est de la communication aussi, la rédaction. Donc c'est de dire, si vous me dites le rappeur Damso, mais si vous me dites le poète congolais-belge William Makumbi, je crois, ou j'ai peur de d'écorcher son nom. Donc si vous me le présentez comme un artiste, un rappeur, un poète congolais-belge, le rapport va être totalement différent. Et donc tout dépend de la façon dont c'est fait. Si vous êtes capable d'expliquer la punchline, ses implications philosophiques. Donc je peux accepter des références dites non légitimes, c'est-à-dire de la pop culture, mais s'il n'y en a qu'une seule dans la copie et si elle est bien utilisée. Et alors vous avez plein de références justement de pop culture et aussi de philosophes maintenant? Bah du coup c'est ça, j'apprends la philosophie au contact de Fêlure et la pop culture du coup on en discute tous les deux, on se dit bon on a cet élément de pop culture qui est intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait y confronter? Donc on essaie de voir les grandes thématiques qui sont amenées par cet élément là, par le rappeur ou la rappeuse et puis on se dit bon ok, quel philosophe entre dans ce champ d'action là? Alors moi j'ai découvert un mot, c'est le rap conscient, je ne sais pas ce que c'est, expliquez-moi. Oh waouh. Le rap conscient, théoriquement, on va dire dans les années 90 et 2000, on va dire c'est un rap qui a pour portée de dénoncer des problèmes sociaux. Mais c'était pas déjà dès le départ? Le rap n'était pas aussi On vecteur a de l'impression, mais à la base le rap c'est né pour... Enfin les MC à la base sont des maîtres de cérémonie qui mettent l'ambiance en fait. Donc il y a eu cette branche-là au début, très tôt aussi. Mais le show-off et le côté très capitaliste du rap, en réalité, il est là depuis le début. Donc il y a aussi toute la branche, toute une branche consciente et dénonciatrice, mais c'est qu'une seule partie. Après, ce courant, il est un petit peu mort pendant... il y a une bonne dizaine d'années où ça a vraiment pas marché. Et là, il y a des résurgences. C'est-à-dire, si on prend des rappeurs comme Vald, quand il fait un album comme Ce monde est cruel, et qu'il est dans de la dénonciation... Alors, il y a toujours beaucoup, c'est toujours très satirique, il y a toujours beaucoup de second degré, mais on pourrait le rapprocher du rap conscient. Oui, et puis il y en a qui mettraient PNL aussi dans ce camp du rap conscient. Ah, c'est du rap conscient, PNL? En fait, tout dépend il y a des nuances en fait dans les limites, chacun y voit aussi ses limites, mais à partir du moment où on parle d'un vécu. En fait, ça peut être vu comme du rap conscient. Et donc, en fait, c'est la forme après qui va influer. On peut prendre de très grands artistes français de chansons populaires qui sont en fait, qui feraient de la variété consciente alors. Pour certains, c'est ça. En fait, c'est la dimension introspective. C'est par opposition, je pense qu'on parle de rap conscient par opposition à l'ego trip. Où on va dire, c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai le plus de thunes, c'est moi qui ai la plus grosse, c'est moi qui, etc. Par opposition, il va y avoir des rappeurs qui vont chercher à mener des réflexions, que ce soit sur eux-mêmes ou sur la société. Un petit mot sur celui qui a raflé toutes les victoires, Orelsan? Que de l'admiration. Que de l'admiration. Complètement. Que de l'admiration pour la carrière, pour le travail musical, pour tout. L'évolution. Pour l'évolution. Incroyable. Et puis je pense qu'il nous accompagne. Enfin, je pense que Antoine, Andro comme moi, on est rentré dans le rap notamment par ces gars-là. À une époque ceux qui nous donnent envie. À une époque où si on parle franchement, le rap, il y avait très peu de blancs qui rappaient. Donc le rap de blanc entre guillemets était très peu démocratisé. Et c'est vrai que Orelsan, il a défoncé une porte pour lui et pour tous ceux qui ont suivi, que ce soit Nekfeu, que ce soit tous les gars, enfin tout l'entourage, 995, tous les gars qu'on suit. Ou même d'autres qui ont fait un rap un peu différent. Enfin, c'est pas un rap, c'est du slam, mais c'est comme Grand Corps Malade, par exemple. Oui, ça a ouvert plein de... Lui aussi a joué beaucoup sur le feu. Alors, bon, évidemment, vous êtes avec moi tous les deux. J'ai déjà eu un peu de beatbox déjà en exemple, mais j'aimerais bien avoir un exemple plus parlant, plus criant, plus... De rap. Avec joie. Avec joie. Avec plaisir. Avec plaisir. Tiens, je crois qu'on a l'instru avec nous, en régie. On a réussi. Ah, voilà.
Enfant joue seul dans sa tête, le monde autour ça l'agresse. Assis en tailleur sa fête, elle se déroule dans vos serres. Enfant joue seul dans sa tête, les autres comprennent les mots tout de travers. Mentir c'est nécessaire quand il s'avère qu'être sûr ce n'est pas vraiment savoir. Enfant joue seul dans sa tête, enfer, ce qui compte sa dette en fait. Faudrait que ça s'arrête, enfin, enfin, enfin. Il aurait signé sa lettre 2 fois, 2 fois. En face de la mort, l'amour s'agrège 2 fois, 2 fois. L'enfant regarde les gens, comment ils font les gens pour avoir l'air si léger. Est-elle vraie la légende qui dit bonheur se passe ensemble? Quand l'enfant regarde les gens, il sent se dérober les jambes sous le poids compris les genres. L'enfant regarde les gens comme des étrangers, auprès de la masse ne sait s'épancher. Toutes ses pensées qu'il sent l'étrangler, qui lui dira où il peut les ranger? Nulle part, le bruit, la farce l'étouffe sans le manger. Le bruit, la folle et il voudrait changer. La foule, l'abri où les gens sont gênants. Le brise la femme et il voudrait changer. N'aie pas peur, n'aie pas peur, t'es pas seul. T'es pas seul, n'aie pas peur, t'es pas seul, t'as pas pied, t'es pas sœur, n'aie pas peur, t'es pas seul, 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 n'aie pas peur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Fort, qu'est-ce que ça vous inspire à chaque fois que vous le réécoutez? Jamais vous l'entendez? Moi, j'aime beaucoup ce morceau. En fait, ce morceau, on l'a fait il y a peu de temps, en réalité. Ouais, un peu pour l'occasion. Ouais, pour l'occasion. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire qu'il nous fallait un morceau pour l'occasion. Et puis, du coup, on l'a regardé dans les prods que j'avais. Et Félix m'a soumis un thème et un texte qu'il avait. Et du coup, on l'a fait... on a mis les deux ensemble et on a très rapidement... C'est-à-dire que c'est une exclue pour nous, pour le Grand JT? Là, c'est une exclue pour le Grand JT. C'est énormissime. Carrément. C'est énormissime. C'est une grosse Merci 1000 fois, vraiment. Merci. Ça nous fait plaisir. La peur, c'est vrai que la peur, c'est un vrai sujet. La peur. Ouais, je pense que je mobilise souvent un auteur auprès de mes élèves qui est Ralph Waldo Emerson et qui parle de la confiance en soi et qui dit l'élément qui est décisif dans la réussite d'un projet, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est pas qu'ils ont des idées différentes, c'est simplement qu'il y en a qui croient à leurs idées et d'autres qui ne croient pas à leurs idées. Et avant que je sois prof, très souvent dans les cours particuliers que je donnais, il y a des élèves qui s'échinaient à donner des réponses extrêmement complexes, alors qu'en fait la première réponse à laquelle ils avaient pensé était la bonne, mais ils n'osaient pas penser qu'ils savaient plus trouver la bonne réponse du premier coup. Et donc on cherchait et ils finissent par dire peut-être que c'est ça. Et je disais oui, c'est exactement ça. Ils disaient mais je pensais pas que ça pouvait être aussi simple parce qu'ils ont été tellement dévalorisés qu'ils ne croient plus qu'ils peuvent avoir des. Donc je crois que la confiance, justement, faut se faire confiance. Je crois que c'est fondamental pour tout dans tout projet. L'école, c'est l'endroit où on donne confiance. On doit avoir confiance. Il faudrait. J'ai l'impression qu'il faudrait, mais pour le coup, moi, je fais des interventions en école, donc en tant que musicien intervenant. Donc en fait, j'amène quelque chose de nouveau et je vois qu'avec les méthodologies de transmission qu'on a mis au point avec un collègue pour apprendre le beatbox à ses élèves, ça les déroute complètement et que justement, on amène... j'ai l'impression qu'on amène autre chose différemment. Et ils ont très peur de donner leur avis, de prendre la parole, parce que justement, ils n'ont pas du tout confiance. Et que généralement, donner une mauvaise réponse, c'est synonyme d'une mauvaise note, c'est synonyme d'un résultat négatif, c'est synonyme d'une mauvaise image. Et donc, du coup, en venant avec un truc très léger il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait, toutes les réponses sont acceptables, on a des résultats différents. Et donc, moi, j'ai l'impression, mais c'est de mon point de vue extérieur à l'école, que c'est encore un peu difficile de leur donner confiance. Je sais pas si... Ouais, non, je crois que on devrait leur donner confiance à l'école. Je crois que ça devrait justement leur donner des moyens d'action et donc de ce fait de leur donner confiance. Mais je crois que très souvent, et pas pour tous, mais très souvent, les élèves sont dévalorisés, ont peur de l'école, ils sont malheureux. Et pour moi, c'est une incohérence terrible. C'est-à-dire que quand on prend le concept de l'école, on ne devrait avoir aucune raison de ne pas aimer y aller. C'est-à-dire il y a des gens de notre âge, on s'amuse, on apprend des choses. C'est-à-dire en vrai, apprendre des choses, c'est quelque chose qui est assez plaisant. Mais bizarrement, il y a énormément d'angoisse et il y a énormément de gens qui en gardent un mauvais souvenir.
Et puis surtout, c'est par rapport aux disciplines, c'est surtout qu'on apprend à réfléchir. Ouais. Dans n'importe quelle discipline, en l'occurrence, soit les maths, le français, l'anglais, les langues, enfin peu importe, le MC ou la philo, et bien entendu la philo, c'est là où effectivement on apprend à réfléchir et ne pas avoir peur pour faire un lien avec votre titre. En exclusivité pour le grand JT, je vais mourir. J'adore. Alors, écoutez, moi j'ai préparé une petite liste avec les copines de la rédac, avec Emma et Agathe. Je vais vous sortir deux, trois citations. Vous allez me dire si c'est philo ou pas philo, ou si c'est rap ou pas. Okay. J'aime beaucoup. Le corps est le tombeau de l'âme. Ça doit être rap philo, ou philo ça doit être c'est pas La Rochefoucauld ou quelque chose comme Mais ça. c'est philo, c'est Platon. Ça me dit C'est rien, Platon, rap, ouais. c'est très cohérent. Ouais. Ouais. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah bah ça c'est Pascal. Ça va, vous le savez. Pascal. D'accord. D'ailleurs, on se trompe souvent. Le cœur, on pense souvent que c'est l'amour, alors qu'il parle de la foi. Et on dit souvent, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Du coup, quand on aime, on n'a pas d'explication à ça. Alors que quand il parle du cœur, il parle non pas de l'amour au sens charnel ou amoureux, mais au sens de foi chrétienne. C'est-à-dire la foi en Dieu n'a pas de justification rationnelle. À vouloir tout posséder, tu finis par ne rien avoir. Ah ça doit être rap, ça. Clairement rap. Vous êtes bon parce que moi j'ai répondu philo quand j'ai vu. C'est vrai. C'est section d'assaut. On a des philosophes dans le rap. La vie est une rose dont il faut accepter les épines. Ça c'est, comment il s'appelle? C'est Soprano, ça. Ouais, j'allais dire Ouais, aussi. Ouais. bravo. Soprano. Si notre raison s'impose, c'est à elle que nous obéirons. Oh, ça c'est philo, ça. Ça je sais pas, ça pourrait Pour moi, être. c'est Je philo. vois pas qui. En La même temps, raison. C'est facile que ce soit un rationaliste, que ce soit Descartes ou vous pouvez redire la phrase? Si notre raison s'impose, c'est à elle que nous obéirons. Bon, pour moi, c'est philo. Moi je dirais rap. Ok. Ouais. Je crois que c'est un philosophe un peu rappeur, un peu sympathique et un peu drôle. Il s'appelle Charles Pépin. Vous le connaissez? Charles Pépin? Ouais. Je connais pas Charles Pépin. Ouais, c'est un philosophe qui a une cinquantaine Ok. d'années Ok. et je qui la connais pas. est J'irai. absolument génial. Qui suis-je vraiment quand je ne suis plus vraiment? Ah ça c'est Damso, ça. Ouais, bravo. Bon, ça va, vous connaissez vos classiques. C'est chaud pour les noms. Vous connaissez vos classiques. Sors les noms. Franchement, Très bravo. fort. Merci mille fois à vous deux. Je veux bien quand même, s'il vous plaît, juste une autre petite démo de beatbox, hein, s'il vous Ouais. plaît. Pour moi, pas une impro, vous faites pas d'impro, j'imagine, sur une Non, démo de mais je beatbox. peux. Mais juste 2 secondes, vous m'autorisez ça. Non, vas-y. On a André Fillon sur le plateau, on en On va profite. faire comme avec le bonbon. Comme avec le bonbon, je peux l'avoir l'info? C'est quoi? C'est quoi? Non, la dernière fois qu'on a fait une impro beatbox rap, c'était pour le bonbon. Dans la rue. Pour le bonbon? Ouais. Dans la rue, on nous a arrêtés et on nous a dit ok, on s'est regardé, on a fait ok, on fait un truc et ça a été très difficile. Parce que le beatbox c'est un volume très bas et donc en fait du coup pour qu'il m'entende et qu'il entende bien le rythme, c'est pas évident. Techniquement, faut Ouais. être préparé. Ouais, c'est ça, faut être préparé. Donc ça, c'est pas cool de vous le Je vais faire proposer. un truc et Il va faire un beatbox. Oh, ça me fascine. Fait des trucs Bravo. fait des trucs de fou avec sa bouche. Incroyable. Oui, écoutez, ce sera entendu par la rédaction. Très bien. L'info est passée. C'est bien, on est sur une chaîne sur l'éducation. Écoutez, il y a l'éducation à tout en même temps. Merci beaucoup, Félure. On pourra parler donc d'amour et de sexe après, plus tard, dans nos différents tournages. Merci, Andrew et Félure, d'avoir été avec nous. Un plaisir. Vraiment, je vous souhaite longue vie. Cette semaine, Babette de Rosière était l'invitée de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. La chef lui a notamment raconté sa jeunesse en Guadeloupe et comment elle avait ensuite tout fait pour venir en métropole. Regardez. Et l'école aussi, pour vous, vous l'avez vu comme un moyen de quitter la Guadeloupe aussi? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça, je crois que j'avais qu'un but. Parce que quand ma grand-mère est morte, j'ai dû aller chez ma mère. Je n'avais pas le choix. Je suis allée chez ma mère et comme je n'étais pas un enfant désiré, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien du tout Pas bien dans ce foyer-là, ouais. Et j'étais plutôt dans la cuisine avec la bonne. C'est là que je me sentais le mieux. Et donc, j'avais qu'une idée en tête, c'est travailler. Je disais, mon Dieu, il faut vraiment que je travaille, que je réussisse mes examens pour pouvoir partir. Et quand j'ai réussi mes examens, j'ai dit à ma mère, ah ben, il n'y avait pas une chance, il n'y avait pas d'université en Guadeloupe. Pas du tout? Pas du tout. Maintenant, c'est plus le cas. Et quand je suis rentrée dans l'avion à 16 ans pour arriver ici,
Je t'assure que je n'ai pas regardé dans le hublot quand j'ai quitté la Guadeloupe. Quand je suis arrivée ici avec t-shirt au mois de novembre, j'ai compris que j'étais face à une réalité que je ne m'étais même pas imaginée. Au mois de novembre, en t-shirt... Oui, c'est compliqué ici. Alors moi, j'ai dit... Et je ne pouvais pas retourner. J'ai dit, mon Dieu... J'ai regretté. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pas possible. Je ne pouvais jamais vivre dans ce pays-là. Mais je me suis dit, non, attends. Tu es obligé de rester parce que tu as pris une décision. Et c'est comme ça que j'ai une copine qui est venue me chercher, qui m'a prêté son par-dessus. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas ici à Paris. En fac d'histoire? Ben oui, en fac d'histoire, géo, c'était sympa aussi. Mais quand je suis arrivée... C'était pas une vocation, c'était plus pour partir. Ah non, c'était pas une vocation. C'était juste pour partir, c'est un prétexte. C'était un prétexte. Mais ça m'a servi. Tu sais pourquoi? Il fallait que je me nourrisse. Et je ne connaissais pas les produits d'ici. Quand je suis allée la première fois au marché, j'étais très étonnée. Je vois des choses que je n'avais jamais vues en Guadeloupe. Je vois les endives. Je ne savais pas ce que c'était. Je vois toute une variété de fromages. Je ne connaissais que la vache qui rit. Je vois des fruits, des fraises, des trucs qu'on n'exportait pas à l'époque là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je vois des poissons que je ne connaissais pas. Je dis, non, il va falloir que je me nourrisse, mais je vais essayer de trouver des petites choses qui me rappellent un peu mon île. Donc, je prenais des petits filets de poisson, des rougets barbés, parce que chez nous, on a un poisson pareil. D'accord. Je prenais des petits filets de poulet et je prenais des pommes de terre, en fait, des choses que... Il n'y avait pas de patates douces, il y avait aucun fruit exotique, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner dans une toute petite casserole que j'avais achetée. Ouais. Et tu sais qu'il y a des petits becs but à gaz avec un seul petit feu. Oui. Tu as connu ça, toi? Ça existe toujours? Oui, je pense que ça existe toujours. Tu vois, c'est petit avec juste un petit bec. Avec ma petite casserole, je cuisinais mon petit truc. Et jamais j'ai cuisiné chez ma grand-mère, mais là... Donc ça a été les débuts de la cuisine pour Voilà, c'est ça. J'ai dit, je vais cuisiner. Il fallait que je mange, parce que je n'aimais pas ce qu'on me donnait à manger. On me donnait du céleri rave. Oh là là, ces choses-là, je n'avais jamais mangé ça, je ne pouvais pas. Et même l'aspect, je ne comprenais pas. Donc je cuisinais clandestinement dans ma chambre. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à la cuisine. De la cuisine. Et j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé que j'ai essayé de reconstituer les petits goûts que ma grand-mère mettait dans... Et j'ai dit, voilà, et c'est ça que Mais est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez envisagé d'être chef? Et c'est depuis là, j'ai commencé, j'ai dit, mais alors, c'est formidable. Et puis, je ne me suis pas arrêtée là. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis intéressée à ce métier-là. J'allais voir dans les cuisines comment ça se passait. Parce que je voulais voir, apprendre les produits d'ici, parler avec les chefs. Parce que la cuisine, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Parce que quand j'étais petite, ma grand-mère mettait dans son garde-manger tout ce qu'elle avait cuisiné tout le matin. Et moi, je surveillais quand elle n'était pas là. Je mettais mon doigt, je goûtais à tout. Et puis j'essayais Le pied gourmande, quoi. Voilà, je suis gourmande. Mais du coup... pas beaucoup, mais je suis gourmande. Pas de donc, l'histoire géo, on oublie très vite. Non, on oublie. Après, j'ai essayé de travailler, je suis entrée à l'ORTF et depuis, j'ai jamais quitté l'antenne et j'ai fait mon métier de chef en même temps. Et quand vous étiez à l'école, vous rêviez de faire quel métier? Chanteuse. Oh, j'adore chanter, oh là 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 là, chanteuse. Parce que là, c'est... Mais je chante tout le temps dans ma voiture, j'adore. Vous voulez chanter, là? Ah ben, je peux chanter. Maman, si beau, de Thibaut, Thibaut, doudou. J'adore chanter, moi j'aime ça. Et tout le temps, je dis à mon mari, oh là là, j'aurais dû être chanteuse. Et surtout avec les Et il valide ou pas, lui? Oui. Ah oui. Ah, quand je chante couleur café, il me dit, mais pourquoi tu vas pas chanter? Mais prends des cours de chant. Et quand je reçois du monde à la maison, je chante. Ah, donc c'est pas fini, peut-être une nouvelle carrière encore. Mais j'aime beaucoup chanter. Et je me dis, s'il fallait recommencer ma vie, j'aurais fait les deux, chanteuse et chef. C'est pas terminé. Hein. C'est pas trop tard. Bah oui. Couleur café, que j'aime ta couleur café, poupou. Ah, j'adore ça. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver. Rien qu'à m'exciter. J'adore. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Babette de Rosière, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Les meilleurs moments de School TV, c'est maintenant avec le Zap. Croire, ça veut dire plein de choses. Quand on dit « je crois », qu'est-ce que ça recouvre? Justement, peut-être que là, ce serait bien difficile d'en donner une définition simple, puisque... C'est pour ça que je me faisais avoir, en fait. On emploie de toutes les manières. Croire au Père Noël, croire qu'il pleut, croire en Dieu. Il y a autant d'expressions que finalement de significations différentes à chaque fois. Mais disons qu'on peut
s'en tenir à la définition que Kant donnait, tenir pour vrai. Quand je crois, je tiens pour vrai quelque chose. Disons qu'il y a un sentiment subjectif qui fait que j'adhère à cette vérité. Savoir. Et savoir, on pourrait croire que c'est la même chose, parce que c'est tenir pour vrai. Mais oui, je le tiens pour vrai d'ailleurs, que voilà, savoir c'est la même chose. Mais avec un fondement objectif, rationnel, avec des raisons tout de même qui pourraient faire consensus, et qui ferait que nous serions tous d'accord, et que je pourrais vous convaincre que la vérité à laquelle j'adhère est universelle et vraie pour tout le monde. En fait, alors actuellement, on est en train de mener une étude justement cette année sur l'intérêt du jeu de bridge. Hein. Alors, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que dans toutes les classes dans lesquelles j'ai été, les enseignants ont trouvé que leurs élèves, s'intéressaient au travail, s'intéressaient aux mathématiques, étaient actifs. Ah oui, alors, rien que déjà ça, c'est déjà une sacrée victoire. Lorsqu'on résout un problème de bridge, tous les élèves essayent. Quand les élèves ont affaire à un problème de mathématiques pures, beaucoup d'élèves renoncent très rapidement. Et du coup, le bridge va permettre en fait d'apprendre aux élèves des techniques de travail. Ça va leur permettre également d'analyser, de regarder. Et le gros avantage du bridge, c'est que les élèves vont pouvoir utiliser les cartes, les manipuler. Et au niveau mathématique, les connaissances mathématiques nécessaires sont en fait très faibles. Quand on réfléchit bien, il suffit de compter par exemple jusqu'à 10. Mais par exemple, pour les élèves, qu'est-ce que compter jusqu'à 10 ? Pour les élèves, compter jusqu'à 10, quand je parle du petit bridge, si c'est le bridge classique, il faut compter jusqu'à 13. Ce qui n'est pas bien plus compliqué d'ailleurs. Aujourd'hui, 20% des élèves maîtrisent mal les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire. Or, une enquête PISA indique que 30 minutes de lecture effective par jour, eh bien oui, ça permet de faire des progrès significatifs, notamment sur les apprentissages en français. Carole Fogarassi, vous êtes donc le CEO de Nabook. Lecture, c'est la clé de la réussite. Oui, alors toutes les études le montrent, et je pense que d'ailleurs ma collègue de Corneille ne dira pas le contraire. La lecture, évidemment, sert à tout, ne serait-ce que pour résoudre un problème de mathématiques. Vous avez besoin de comprendre l'énoncé. Ouais. Et ensuite, la lecture permet la curiosité qui va permettre de voir un peu plus loin que son propre horizon, et donc d'avoir ce bonus de culture générale, ce bonus d'expérience qui va vous pouvoir combler une lacune, par exemple, technique. Donc la lecture, en effet, c'est le bon sens, le dicte, le vecteur de réussite par excellence. Et puis par ailleurs, la lecture, c'est aussi le moyen de s'identifier dans un autre personnage. C'est par exemple la capacité de se mettre à la place de Lucien de Rubempré et d'aller voir comment, je parle de lui parce que le film est sorti récemment et que tout le monde comprendra bien, verra bien l'image. C'est aussi une manière de se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est primordial dans nos interactions tous les jours. C'est aussi la capacité à saisir des tensions entre des personnages dans un contexte donné. Donc la lecture, en fait, fournit tout un tas d'outils qui sont primordiales pour le développement, d'une part cognitif, donc cérébral, et ensuite dans le développement social. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour dire à quel point c'est important pour la réussite d'un jeune. Finalement, trop de lumière ont tué les lumières ? Peut-être. C'est-à-dire que maintenant, pour cacher la vérité, il ne s'agit pas de la mettre sous le boisseau, mais de l'exposer au grand jour, en pleine lumière, où cette vérité perd ses contours et se mélange parmi plein de faux semblants, les fake news, les fausses informations, de telle sorte qu'il est très difficile, si je puis dire, de la discerner dans cette masse immense d'informations qui nous est transmise. Donc oui, c'est quelque chose quand même d'assez renversant par rapport aux anciennes périodes de l'histoire. Michel, de l'initiateur au moniteur, les profs peuvent se former rapidement au bridge pour justement dispenser les cours à l'école. Il y a des stages qui sont prévus, pour les enseignants, pour expliquer les bases du jeu. À partir de là, les collègues ont la possibilité, avec les différents documents qu'on peut leur fournir, d'apprendre le bridge, puis après, éventuellement, d'aller dans les écoles de bridge pour apprendre, les compléments. Mais disons que la base nécessaire pour démarrer le jeu de bridge, ça peut s'apprendre de manière extrêmement simple, très rapidement. Oui. Alors, et après, ce qui va être intéressant, comme disait il y a un instant le bridger, c'est que toute la vie, on apprend. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on apprend tout le temps. Oui. La base est très rapide, et puis après, petit à petit, on va développer, on va affiner les éléments d'apprentissage.
On va aller voir aussi le modèle de Corneille, par exemple, avec Marianne Joly. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intentions qui vous réunissent avec Nabouk également. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir transformer ce passage du temps des écrans effectifs en apprentissage de lecture, et c'est fondamental. Vous vous adressez aux enfants de 3 à 8 ans. Vous développez des savoirs lire, mais est-ce qu'on les développe de la même façon à ces âges-là, sur 5 ans d'écart ? Alors effectivement, on s'adresse à une gamme d'enfants très large, en fait. Donc on s'adresse à des enfants entre 3 et 8 ans. Et effectivement, l'entrée dans la lecture va être complètement différente. On s'adresse également aux parents, en fait. On a vraiment une problématique de double cible, parce qu'à cet âge-là, contrairement à Nabouk, les enfants sont encore dans la lecture avec leurs parents. Et on va aider les parents et les enfants à passer de cette lecture commune, de la lecture familiale, la lecture qui est faite par le parent, à une lecture individuelle. Et on va essayer de faire une transition qui soit très délicate. Donc pour les enfants de 3 à 5 ans, on a vraiment des exercices de phonologie, d'apprentissage des phonèmes. On travaille vraiment les sons, on travaille les rimes. Et puis on va entrer au fur et à mesure dans la lecture en s'adressant aux enfants qui sont en grande section CP, avec des textes un peu plus compliqués et vraiment une entrée dans le décodage. Quand même jusque-là votre légitimité du fait que vous saviez un petit peu plus de choses que les autres. Quand je dis un peu plus, c'est ironique, beaucoup plus évidemment, et notamment que les élèves. Aujourd'hui, vous en savez toujours beaucoup plus qu'eux, c'est vérifié par des tas d'examens, de concours, mais ils peuvent avoir le sentiment que d'un clic, ils peuvent accéder à plein de choses. Et puis alors, si jamais vous vous trompez, alors là, c'est terrible, ils sont capables de vous dire, mais non, monsieur, c'est pas 1900, je sais pas quoi, 23, c'est 28. Non, c'est un vrai bouleversement dans le rapport au savoir. Moi, je pense même que c'est aussi la figure de l'érudit qui est vraiment menacée, parce que un simple gamin avec son smartphone peut réfuter, là, autour de la table, une date qui aurait été mal prononcée. Donc, c'est plus une affaire de mémoire ou de possession du savoir. Désormais, on n'est plus ces maîtres de vérité qui faisaient tomber la vérité de haut, du haut de l'estrade, de manière magistrale. Puisqu'il y a plein de court-circuitage. Ils ont même la Wi-Fi le plus souvent en classe et peuvent à chaque fois vérifier à l'instant toutes les paroles qu'on leur enseigne. C'est la fin de ce grand JT. Merci beaucoup de nous avoir suivis. SchoolTV.com pour voir et revoir. Canal 247 sur les Freebox. Merci à toute l'équipe de School et en particulier à Emma Guessel et Agathe Delannoy. Ciao.